Bonsoir à toutes et à toutes et à tous. Je suis très heureuse de dire quelques mots en mon nom et en le nom d'Alain Trouillet, vice-président Relations internationales, en ouverture de cette conférence sur les enjeux juridiques et éthiques de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Je remercie Mouna Moussi-Moungache pour l'invitation. Donc, cette conférence est organisée par le CERCRID et le Centre de recherche en droit et technologie de l'Université d'Ottawa dans le cadre d'une collaboration fructueuse qui a bénéficié du soutien du Fonds France-Canada pour la recherche, puis du CNRS dans le cadre d'une IEA, International Emerging Action, qui a pour objectif de renforcer les collaborations par des échanges, dont celui d'aujourd'hui est une étape de plus, peut-être en vue d'un laboratoire international commun dans une seconde étape. Mouna Moussi-Moungache et Florian Martin-Barito, que je salue, ont particulièrement œuvré pour cette collaboration dans des conditions parfois compliquées. Je me souviens notamment des entretiens Jacques Cartier 2020-2021, qui ne vous avait pourtant pas découragé de venir jusqu'à Saint-Étienne en octobre 2021, où nous vous avions accueillis avec Alain. Depuis, l'Université Jean Monnet et l'Université d'Ottawa ont renouvelé le protocole d'entente qui les unit pour 5 ans, de 2023 à 2027, confirmant leur partenariat privilégié, et en particulier dans 4 domaines identifiés dans lesquels les collaborations sont bien engagées et des actions concrètes ont été menées. Le domaine de l'optique photo, avec un IRP, donc un projet de laboratoire international qui vient d'être inauguré à Ottawa la semaine dernière. Le droit, donc, avec en particulier le Centre de recherche en droit et technologie, le domaine des arts et le domaine de la santé. Et cette conférence a la particularité d'unir aussi ces 2 domaines privilégiés de notre protocole d'entente, droit et santé. Ce protocole, c'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui, est plus particulièrement fondé sur la recherche. Et les objectifs sont, je cite, de promouvoir l'excellence dans le cadre de collaborations multidisciplinaires entre établissements, par des mobilités d'enseignants-chercheurs, par l'organisation de colloques et de conférences, par des réponses communes à des appels à projets, mais aussi par la diffusion du savoir, des stages de recherche ou des doctorats en co-tutelle. Cette conférence, vous l'avez compris, répond d'ores et déjà parfaitement à ces objectifs. Pluridisciplinaire, elle associe des spécialistes du droit et de la santé qui collaborent depuis plusieurs années, aussi bien dans le domaine de la recherche que de la formation. Internationale, puisque nous avons le plaisir d'accueillir les collègues de l'Université d'Ottawa, mais aussi de l'Université de Montréal et de l'Université du Salento, et à l'œuvre pour la diffusion de la recherche et du savoir vers le plus grand nombre sur un enjeu de société fondamental dont il va être question. Je souhaite également saluer la collaboration entre la faculté de droit, présentée par son doyen, et la faculté de médecine, dont le doyen nous rejoindra à la fin de la conférence, pour la collaboration active engagée dans le domaine de la formation, emblématisée aujourd'hui par l'accueil de cette conférence à la faculté de médecine. Les liens se développent en recherche également, dans un axe santé numérique, comme en témoigne cette conférence, mais aussi par des échanges nourris dans le cadre de l'Institut de prévention Présage. Les enjeux juridiques et éthiques de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé sont évidemment cruciaux, tant pour les innovations incontestables permises par l'intelligence artificielle ou plus largement le numérique dans le domaine de la santé, ce sera l'objet aujourd'hui, que pour les questions qui se posent en matière de responsabilité, d'interprétabilité des données de plus en plus massives et d'éthique. Je voudrais aussi saluer, pour finir, le soutien de la Fondation de l'UJM, avec la présence de Fabien Aloni, son délégué général aujourd'hui, qui œuvre pour le développement de la recherche, le potentiel d'innovation des croisements interdisciplinaires et l'ouverture des résultats et débats vers la société, et qui apporte donc son soutien à cette conférence. Je laisse donc la parole à Baptiste Bonnet, doyen de la faculté de droit. Merci Christelle, Madame la vice-présidente.
Alors, je suis très heureux d'être présent ce soir pour vous écouter essentiellement, hein, même si je dis un mot comme la vice-présidente recherche pour l'établissement pour vous accueillir. Alors, cette soirée s'inscrit dans des relations qui s'institutionnalisent de plus en plus, comme tu l'as dit, Christelle, entre les centres, les facultés et les universités. Elle part au démarrage de travaux entre collègues, notamment de Madame Mounsi Poungage, que je remercie sincèrement de son dévouement, de sa dynamique, toujours dans le sens de l'innovation et de la collaboration avec nos collègues de Tavois, mais aussi Florian Martin Baritou, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir à Saint-Étienne, et qui est un peu ici chez lui désormais, même si l'ambiance en France est animée en ce moment. Nous parlons à l'instant de comment les anglo-saxons, les américains, les canadiens voyaient la situation française en ce moment. Voilà. Mais tout va bien, comme vous pouvez le noter, les choses se passent bien. Donc au démarrage d'un travail entre Mouna et Florian, évidemment sous on va dire la bienveillance et l'aide du VP Relations internationales qui est en face de moi, Alain Trouillet, que je remercie, et de la VP Recherche, Christelle Maillet-Porte, qui contribue énormément à cette bonne intelligence collective avec nos partenaires de Ottawa et ici de Montréal. Merci aussi à Étienne Cornu, qui est en face de moi, qui porte ces sujets du côté du CERCRID, et c'est donc cette synergie entre le niveau central, les VP, le centre de recherche, la faculté, qui conduit à pouvoir mener ce type de manifestation. À cela s'ajoute bien sûr, car nous avons la chance d'avoir une fondation, il faut le noter, la participation de la fondation. Donc vous voyez que tout ça est assez holistique, bien mené, avec des partenaires de tous ordres. Alors, cela s'est traduit par la signature de l'accord le 3 mars 2023 UJM Ottawa, dans lequel le secteur droit fait désormais partie, des disciplines prioritaires pour développer des actions, des projets de recherche, des co-tutelles de thèse, des échanges de professeurs. On a eu le plaisir d'accueillir Vanessa McDonald il n'y a pas si longtemps, et d'étudiants confirmés au niveau de master. Donc un certain nombre d'étudiants, peut-être certains qui se trouvent dans cet amphithéâtre, auront peut-être le plaisir d'aller à Ottawa pour étudier. Le Canada fait partie, par ailleurs, des actes de développement de la chaire de droit comparé que nous venons d'instituer au sein de la faculté de droit et du CERCRID, dont le titulaire est le professeur Aurélien Antoine, et comme son nom l'indique, une chaire de droit comparé, et bien évidemment s'intéresse particulièrement à ce type de manifestation. Alors cette conférence s'inscrit également, Christelle, tu l'as dit à l'instant, dans le cadre de deux projets qui sont financés d'une part par le FFCR et d'autre part par le dispositif LEA-CNRS. Je rappelle que le CERCRID est une institution CNRS et nous y tenons. L'objet de recherche s'inscrit dans les préoccupations du centre de recherche et de la faculté de droit, dans cette dimension santé numérique qui est devenue une dimension importante pour le centre et pour la faculté. Cette conférence associe la faculté de médecine, particulièrement le doyen Philippe Berthelot, qui dira quelques mots donc, en conclusion de la conférence, avec lequel nous avons des relations très précises et importantes, et aussi le professeur Claire Lehello, dans le cadre de son intervention. Alors j'en profite pour dire à quel point les liens entre la faculté de médecine et le droit sont importants. En tant que doyen, j'y suis très attaché. Nous avons une licence droit santé, nous avons une LAS, depuis la réforme des études de médecine, un DU en santé numérique, un certain nombre de cours dans le master ingénierie santé, autant d'initiatives qui ne sont pas si fréquentes entre les facultés de droit et de médecine, et c'est la raison pour laquelle je les souligne ici. Alors cette conférence est l'occasion d'accueillir d'éminents collègues. Alors Florian Martin Baritou, que je ne devrais pas représenter, mais que je représente quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est professeur agrégé au sein de la faculté de droit, section Common Law, et titulaire de la chaire de recherche de l'université en technologie et société à l'université d'Ottawa, où il est directeur de l'initiative IA, on va dire à la française, société, et directeur en congé, c'est comme ça qu'on dit, je crois, du centre de recherche en droit, technologie, société. Il est actuellement aussi, ce n'est pas rien, chercheur invité du Berkman Klein Center for Internet and Society à Harvard University. Et il a récemment publié avec Teresa Sclessa, qui est ici aussi présente, l'ouvrage de référence Artificial Intelligence and the Law in Canada. Teresa Sclessa est professeure titulaire à la faculté de droit, section de Common Law, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et politique de l'information à l'université d'Ottawa, où elle est membre du centre de recherche en droit, technologie et société. Elle est membre du conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle du gouvernement du Canada.
et a récemment publié avec Florian Barito l'ouvrage que je viens de citer. Catherine Régis est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les cultures collaboratives en droit et politique de la santé, et vice-rectrice associée à la planification stratégique et à l'innovation numérique responsable. Elle est co-responsable du Hub Santé, Politique, Organisation et Droit, chercheuse à l'Institut québécois d'intelligence artificielle ainsi qu'au Centre de recherche en droit public. Elle est par ailleurs la coprésidente du groupe de travail en IA, responsable du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Et enfin, Stéphania, pas enfin, parce que je ne vais quand même pas oublier ma collègue française, bien sûr, mais Madame Stéphania Attolini est professeure contractuelle de droit du numérique et chargée de recherche postdoctorale auprès du département de sciences juridiques de l'Université du Salento. Elle est auteure d'un ouvrage sur l'accès à l'Internet dans l'Union européenne et de plusieurs contributions portant sur le droit international et européen et sur le droit fiscal. Elle est membre d'équipe de 2 projets financés par l'Union européenne, la chaire Jean Monnet sur Legal Theory of European Integration et le module Jean Monnet sur Protection and Promotion of Women's Rights in the European Legal Order. Voilà, et enfin, bien sûr, notre éminente collègue, le professeur en médecine vasculaire, Pierre Luello, mais qu'on connaît un petit peu plus en France. Alors, pour terminer, après avoir présenté ces éminents collègues, et c'est dire si ici l'intelligence collective et la maïeutique peut fonctionner, nous sommes en train de parler, Mouna me l'a expliqué, d'une médecine du futur, ce sont tes mots, Mouna, une véritable révolution dans le dépistage des pathologies, je sais que ça t'intéresse tout à fait particulièrement, des dispositifs médicaux connectés, des logiciels d'aide à la décision, qui sont autant d'innovations qui vont, selon tes propres termes, bousculer la manière dont on pratique la médecine, mais également la manière dont on fait de la recherche en médecine. Bien entendu, comme dans toute évolution majeure, il y a des questions politiques, sociologiques et éthiques, économiques aussi, et juridiques enfin, qui se posent quant à la meilleure manière de réglementer ou peut-être davantage de réguler cette technologie, la manière dont les données peuvent être protégées tout en assurant une ouverture suffisante pour que la recherche puisse se faire. C'est donc ici le thème central de ce débat de ce soir, l'innovation confrontée à l'éthique dans le domaine de la santé. Alors je ne résiste pas pour terminer mon propos à citer ici le célèbre apophthegme de Rabelais, issu d'une longue lettre que Gargantua avait adressée à son fils Pantagruel. Science sans conscience n'est que lui et l'âme. Eh bien je crois que c'est ce que nous allons méditer ce soir. Merci à tous. Merci, monsieur le doyen. Madame la vice-présidente recherche, monsieur le vice-président formation et relations internationales, monsieur le doyen de la faculté de droit, monsieur le directeur de SACRIT, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence autour des enjeux juridiques et éthiques du déploiement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Donc comme le nom l'indique ici, je suis Florian Martin Barito. Aussi, ça nous aura pas échappé que pour une fois, ce ne sont pas 4 hommes et une femme qui modèrent, mais 5 femmes et un homme qui modèrent. Donc c'est assez facile de me repérer. Je suis très heureux d'être de retour à Saint-Étienne et comme l'indiquait monsieur Dorian, je commence à être un habitué de Saint-Étienne et vous allez me voir encore plus cette année, puisque cette année, j'ai obtenu un poste d'enseignant invité dans le cadre du programme de soutien à la recherche internationale de l'Université Jean Monnet. Donc je serai présent en résidence à l'automne, en novembre et décembre, pour échanger encore plus avec les étudiants et les collègues de la métropole de Saint-Étienne. Donc comme il est indiqué un peu plus tôt, la conférence d'aujourd'hui est présentée dans le cadre de travaux et de missions de recherche internationale sur le droit et la gouvernance de l'IA qui sont soutenues par le Fonds France-Canada pour la recherche et l'ambassade de France au Canada, ainsi que le programme des actions internationales émergentes du CNRS. Donc aujourd'hui, plutôt, nous avons eu un atelier de travail avec des collègues sur cette question, et ce programme est porté par ma collègue et amie, Mouna Mtsefmongash, qui est donc maître de conférence avec le thème de droit de l'Université Jean Monnet, et directrice adjointe du CERCRID, où elle coordonne le chantier transversal droit critique et numérique. Et il s'agit d'une collaboration de recherche entamée en 2019, à l'occasion de la signature de l'ancienne entente avec l'Université d'Ottawa, et qui s'est poursuivie, comme il est indiqué, tant bien que mal, durant la pandémie, donc avec une série d'activités virtuelles, les entretiens Jacques Cartier au printemps puis poussés à l'automne 2020, plusieurs visites de ma part, et aussi les dialogues virtuels France-Canada en IA en 2021, auxquels un certain nombre des intervenants d'aujourd'hui ont participé. À l'issue de ces échanges virtuels, nous avions identifié
deux thématiques pour des activités enfin en personne. Tout d'abord la justice et la santé. Et donc après des rencontres à Ottawa l'automne dernier sur la thématique de la justice, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui à Saint-Étienne pour échanger sur le thème de la santé et de l'IA dans les systèmes de santé. Et nous sommes très heureux d'être en faculté de médecine pour cette conférence qui bénéficie donc aussi du soutien de la faculté de droit, de la faculté de médecine et de la fondation de l'université Jean Monnet. Et donc ce soir, tout d'abord, nous aurons le plaisir d'entendre la professeure Claire Lehello qui nous offrira ses réflexions sur les enjeux du déploiement de l'IA dans le domaine de la santé, afin ensuite de nourrir une réflexion pour une conversation. On s'est dit qu'avant d'avoir une conversation avec toutes les collègues sur tous ces enjeux, ce serait peut-être bien pour les personnes qui ne sont pas habituées ou expertes du domaine d'avoir peut-être une vue d'ensemble de ce qui est en train de se passer en ce moment sur le futur, comme disait M. Doyen, le futur de la médecine. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à la professeure Lehello avant de revenir avec vous et nos collègues. Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie vraiment vivement de votre invitation. Je suis le seul médecin parmi tous ces juristes. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Comme vous l'avez dit, je suis médecin vasculaire, donc je m'occupe des vaisseaux. Et en fait, mon entrée dans le monde du numérique, alors de l'intelligence artificielle un petit peu avant, mais surtout du numérique, c'est cette année, ou plutôt l'année dernière, où à la demande du doyen Philippe Berthelot, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur le numérique en santé. Donc c'est un projet, c'est un appel ministériel. Et on a travaillé d'arrache-pied avec Mona, les juristes, les scientifiques, les ingénieurs, management et nous, en médecine, parce qu'en fait, on a construit le truc en un mois et demi, grosso modo, parce qu'il y avait une deadline. Voilà, il y avait une deadline. Et petit à petit, notre projet a été accepté, et là est accepté Santé en numérique qui s'appelle Manu. Donc on a commencé à mettre en place une libre d'enseignement santé en numérique, peut-être que certains étudiants ici y ont participé. C'était juste un petit avant-goût parce qu'en fait cet enseignement va devenir obligatoire à la rentrée 2024 dans l'ensemble de la France pour toutes les professions médicales et paramédicales. C'est-à-dire que l'objectif du gouvernement, c'est vraiment de, alors il utilise ce mot-là que je n'aime pas, massifier. Voilà. Donc toutes les professions de médecins, infirmières, kinés, rééducateurs, j'en ai oublié, manip radio, mais aussi les travailleurs sociaux, etc. Et donc nous avons été lauréats. Et donc nous en sommes très contents. Moi, j'avais juste commencé un tout petit peu à travailler sur les objets connectés dans l'artériopathie, qui est une maladie vasculaire, et puis aussi sur la capillaroscopie. Alors, la capillaire, c'est tout petit vaisseau qu'on voit à la base des ongles, et où on a plein de banques d'images à l'échelle nationale avec une étude. Et donc l'idée c'était peut-être que l'ordinateur, l'intelligence artificielle, pourrait interpréter ces images sans que ce soit le médecin qui les interprète. Donc voilà comment j'ai commencé à rentrer dans le numérique, l'intelligence artificielle. Alors la recherche est en plein essor, vous avez entendu tous les collègues, tout ce qu'ils font. L'intelligence artificielle, elle date de 1950 au tout début, petit à petit, où on s'est dit, est-ce que la machine pourrait aider l'homme, raisonner un peu comme l'être humain, finalement. Et puis au début, finalement, ça ne s'est pas beaucoup développé, ou en tout cas, on n'était pas trop au courant. Mais depuis ces dernières années, là, ça prend une ampleur monstrueuse. Alors, tu dis bouleversé? Non, comment vous avez utilisé? Je pense que ça va être une révolution. C'est plus que bousculer. Je pense que, je ne sais même pas si on peut imaginer ce qui va se passer, parce qu'il y a plein de possibilités. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle en médecine? En quoi ça pourrait nous aider? Ou à l'inverse, quels sont les dangers? Parce que si on est là ce soir, peut-être qu'on se dit qu'est-ce qui est dangereux. Alors, est-ce que ça pourrait aider les soignants? Est-ce que ça pourrait aider les patients? Est-ce que ça pourrait améliorer la qualité de soins? Moi, c'est les questions que je me pose. Donc, est-ce que ça pourrait aider les soignants? Vous allez me dire comment on peut aider un soignant? Est-ce qu'on peut aider le docteur à arriver à un diagnostic? Est-ce qu'on peut aider
l'intelligence artificielle peut nous aider à être beaucoup plus performants, à améliorer la qualité des soins, aider un chirurgien à faire une chirurgie avec des robots assistés, voilà, ou améliorer les réseaux de soins, de communication entre soignants et entre patients, la télémédecine, la surveillance. Aider les patients. Quand je vais être vieille, indépendante, peut-être que j'aurai envie d'avoir un petit robot qui peut m'aider à vivre un petit peu mieux. Il y a aussi les prothèses intelligentes. Moi, je suis vraiment impressionnée par le progrès des prothèses, par exemple pour les sportifs haut niveau ou autres. Les objets connectés, je suis sûre que vous en avez dans vos poches, vous en avez plusieurs. Non, alors je vois une dame qui dit non, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont le monde connecté. Votre smartphone, hein, toutes les données que vous faites transiter par votre smartphone, je peux vous dire que ça aide plein de logiciels d'intelligence artificielle. Hein. Vos photos de vacances, d'ailleurs, ça aide aussi les logiciels d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, quand on pense intelligence artificielle, ça donne médecine de précision. Donc, est-ce qu'on peut être plus précis, plus performant, plus... Médecine de prévention. J'avais été étonnée, mais c'est vrai que c'est facile. Hein. Les réseaux sociaux détectent une épidémie beaucoup plus rapidement que nulle autre chose. C'est-à-dire qu'ils voient les messages sur les réseaux sociaux, fièvre, machin, arrêt de travail, etc. Ils sont capables de détecter une épidémie très très tôt. La grippe, Covid, etc. Les données de pharmacovigilance, ça peut aussi nous aider, hein, les effets secondaires des médicaments. Et puis la médecine prédictive. Alors prédictive, pas préventive, prédictive. Je vous prédis que selon vos gènes, vous êtes sujet à avoir telle maladie. Peut-être qu'on a envie de savoir, peut-être qu'on n'a pas envie de savoir, hein, mais l'intelligence artificielle est capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez vu, là récemment, il y a un patient, on n'arrivait pas à trouver le primitif de son cancer. L'intelligence artificielle a trouvé le primitif de son cancer. Hein, parce que l'intelligence artificielle est beaucoup plus performante pour trouver certaines images que l'œil humain, parce que l'intelligence artificielle, elle a analysé des millions d'images. Hein, donc je vois, il y a quelqu'un qui hoche la tête, qui a vu, je crois que c'est un Normand en plus, donc je patient. Donc globalement, tout ça, l'intelligence artificielle, elle a besoin de données. Hein, et donc en fait, c'est toutes les données de santé qui sont enregistrées quelque part. Donc il faut bien qu'elles soient protégées. Alors heureusement qu'en France, on a RGPD, donc ça protège les données. Mais c'est aussi nous d'être vigilants, de faire attention à nos bases de données, il ne faut pas les décentraliser. Il ne faut peut-être pas non plus les cumuler. Voilà, c'est une question qu'on va poser à nos amis juristes. Donc des bases de données de santé, des bases de données d'images, hein, de scanners, d'IRM. Hein. Ce patient, si on a trouvé son primitif, c'est parce qu'il y a eu des banques de données d'images. Toutes les données des objets connectés, hein, tous vos montres connectées, etc. Vos données, alors là, peut-être que vous n'y avez pas songé, l'habitation où vous habitez. Ça peut donner une idée sur votre niveau socio-économique ou votre niveau de pollution, si vous êtes exposé, voilà, d'exposition à des polluants. En fonction de, alors ça s'appelle les îlots Iris, l'endroit où vous habitez, on peut en déterminer, si vous habitez dans un niveau un peu plus pollué. Et puis toutes vos données de vos smartphones, hein, tout ce que vous échangez, vos photos de vacances, vos mails, etc. Donc voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit RGPD, hein, c'est un règlement de protection des données. Je pense que ça, c'est très, 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 très important. Et donc, du coup, moi, j'ai des questions qui me sont venues. Alors, j'ai vu que vous les avez repris au fur et à mesure, mais vous pouvez en poser tout plein. Après, ça va être, j'imagine, discussion. À qui appartiennent les données de santé? Est-ce que c'est nous, les médecins? Est-ce que c'est le patient? Voilà. Si un diagnostic est posé par une machine, qui est responsable du diagnostic? Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est le docteur qui se sert de la machine pour poser le diagnostic? Pas de je dis machine, intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut monter dans le train? Alors dans le train, c'est une expression d'intelligence artificielle. Dès maintenant, on dit oh non, attention, c'est dangereux, il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il faut mieux monter dans le train tout de suite et je pense qu'on a peut-être déjà un wagon de retard. Voilà. Et est-ce que ça peut, est-ce qu'il y a des dangers d'exclure certains
type de population, de patients, etc. Voilà. Donc moi, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre. Moi, c'est des questions comme ça qui me sont venues en préparant mon petit discours de ce soir. Mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est pas... Parce que moi, j'ai l'œil du médecin. Peut-être qu'il y a plein de choses que je ne me rends pas compte et que vous vous posez comme question. Merci beaucoup. Vous avez retour pour le micro. Non, je pense que donc, merci beaucoup pour ces premiers mots d'introduction. Donc, comme disait le professeur Lohelou, on a vraiment imaginé ça comme une conversation. Donc, on a quelques questions à poser à nos conférencières, à nos panélistes ce soir. Mais n'hésitez pas à tout moment, si vous voulez un complément d'information, vous avez une question qui est très urgente, qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à lever la main et je vais essayer de vous donner la parole au fur et à mesure. Et je ne sais pas si certaines de mes collègues veulent déjà réagir sur certaines questions, sur certains mots qu'ils ont entendus. Mais peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de commencer par nous expliquer, alors soit en Italie, en France ou au Canada, où ça en est au niveau de la régulation, s'il y a des droits qui ont été développés, ou est-ce que les régulateurs se sont saisis, soit les ordres professionnels ou les ministères, se sont saisis de ces questions. Ça va où ça en est un peu, peut-être pour commencer. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Puis merci beaucoup pour l'invitation, Mona et aussi Florian et l'université. Là, c'est vraiment un très bel événement. Donc, je vais peut-être commencer avec la question du diagnostic que je trouve extrêmement intéressante. Et souvent, en intelligence artificielle, on a plus de questions que de réponses. Alors, ça devient un peu frustrant, mais c'est justement parce que le wagon est peut-être un petit peu plus rapide du côté du développement que de l'intelligence artificielle, que de la régulation comme telle. Pour la question du diagnostic, évidemment, chez nous, j'ai l'impression que c'est la même chose chez vous. Et je veux dire aussi que cette question, la réglementation professionnelle, au Canada va être une compétence provinciale. Alors, on a eu de longs échanges sur comment fonctionne le Canada et je pense que c'est très surprenant en fait pour les Français, vous le confirme. Alors, juste très rapidement pour vous dire que ça fait partie de la question de la réglementation de l'IA où on en est. En fait, le Canada, c'est une fédération et il y a des pouvoirs législatifs qui sont différents, et c'est pas le fédéral qui est au-dessus des provinces, c'est vraiment dépendamment de la division des pouvoirs législatifs tels que définis dans la Constitution. Chaque niveau de gouvernement, en fait, va être pleinement compétent, là, si je résume, il y aura des nuances à faire dans son champ. Toute la question de la réglementation professionnelle, la gestion des systèmes de santé, c'est essentiellement une compétence provinciale. Alors, il peut y avoir des variations à travers le Canada. Ceci dit, pour le diagnostic, donc c'est souvent les provinces en fait qui vont réglementer ça. Et chez nous, c'est une compétence qui est protégée pour les médecins. Alors, en théorie, c'est le médecin qui devrait garder le pouvoir diagnostic. Et lorsqu'on discute avec des gens qui développent de l'intelligence artificielle, moi je travaille beaucoup avec eux, ce qu'ils nous disent, lorsqu'on en reparle de ce peut-être glissement potentiel, et là je vais amener d'autres précisions plus tard, de qui va diagnostiquer, ça va être la machine ou ça va être le médecin. Ils nous disent non, ça va toujours être un outil pour le médecin. Alors le médecin gardera le dernier mot du diagnostic, c'est un outil de plus en fait dans sa boîte à outils. Je trouve que c'est un peu court comme raisonnement. Et pourquoi? Parce que dans certains cas, et vous l'avez abordé, c'est qu'en fait la machine, pas dans tous les cas, on n'est pas rendu là, mais la machine est nettement plus performante que les médecins pour diagnostiquer certaines maladies, par exemple. Alors, le poids normatif, et Ian Kerr parlait beaucoup c'est un collègue qui est à l'Université d'Ottawa qui est malheureusement décédé, parlait beaucoup de ce poids, comment les médecins vont être capables de ne pas devenir l'outil dans certaines circonstances, alors que le poids, la performance de la machine va être très élevée. Ça va être difficile de se distancer, en fait, de ce diagnostic. Alors ça, c'est une réflexion qu'on a beaucoup avec les ordres professionnels, notamment. Alors, qui est l'outil de qui et dans quelles circonstances? Et voilà, je pourrais avoir une longue discussion là-dessus.
Mais pour l'instant, je me limite à ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'on discute avec des patients, au Québec, on a une culture très forte de patients partenaires, patients accompagnateurs, c'est-à-dire que les patients, on reconnaît certaines formes de savoir expérientiel, donc leur expérience dans le système de santé et ce qu'ils ont vécu avec la maladie, on reconnaît de plus en plus la valeur unique que ça a et la contribution qu'ils peuvent avoir non seulement dans les équipes de soins, mais sur l'amélioration des politiques de santé, l'amélioration des systèmes de santé plus largement. Et un exemple de ça, c'est qu'entre autres, les patients experts ils ont un bureau dans la faculté de médecine, en fait, du moins la faculté de médecine de l'Université de Montréal, et entre autres, ils travaillent avec les médecins pour contribuer à leur formation. Et parmi la formation qu'ils leur donnent, c'est entre autres de les apprendre à mieux communiquer avec les patients. Et ils font une rétroaction, ils travaillent avec eux pour développer cette compétence. Ce long détour pour dire que lorsqu'on fait des groupes de discussion avec les patients experts, les patients partenaires, souvent le commentaire que j'entends, et là c'est pas 100% représentatif, là, c'est vraiment des groupes, mais je trouve ça intéressant comme réflexion. Ce qu'il nous dit, c'est qu'enfin, on va avoir nous-mêmes accès au diagnostic médical et laisser se faire un contrepoids au principe protégé ultime que les médecins sont les seuls qui peuvent être des gens diagnostiques. Alors, c'est une revendication de démocratisation, finalement, du savoir médical et diagnostic de certains patients. Puis on peut se poser la question, effectivement, dans quelles circonstances on pourrait laisser les machines interagir directement avec les patients pour qu'ils puissent avoir accès à une certaine forme de diagnostic ou pas. Ça fait des débats passionnants avec les médecins et les patients, mais je fais part de cette revendication intéressante. Donc, voilà. Et un autre point que j'ajouterais, parce que je ne vais pas prendre toute la parole non plus, c'est en fait je viens de perdre mon idée. Ah oui, c'est ça. La question de la pratique illégale de la médecine. Donc, vous voyez, si c'est une compétence qui est protégée, en fait, pour les médecins, une compétence professionnelle de diagnostic, et qu'on délègue, je pourrais dire volontairement, la machine, parce qu'on est dans une situation de pratique illégale, et les autres professionnels du Québec, entre autres, se sont posés la question. C'est pas complètement résolu, mais vous voyez, en fait, que l'intelligence artificielle va jouer sur plein de tableaux, finalement, en matière médicale. On va avoir une revendication de pouvoir accélérer accru de la part des patients. On se pose des questions sur la responsabilité civile médicale. Est-ce que nos cadres normatifs réglementaires des autres professionnels sont adaptés avec la question de la pratique illégale de la médecine de l'objet? Donc, voilà, c'est toutes sortes de questions. Comme je vous dis, il y en a beaucoup. On prend en débattre longtemps, mais première réflexion pour débuter. Oui, Stéphanie. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. En Italie, je veux dire, au niveau de l'Union européenne, on a plusieurs niveaux de gouvernance de la santé. En particulier, cette question, c'est une compétence étatique, mais par rapport à l'Union européenne. Mais en Italie, donc au niveau interne, c'est l'État qui établit les niveaux essentiels d'assistance, mais c'est au niveau régional qu'on décide quels sont les traitements qui sont donnés gratuitement et qui peuvent être couverts par la région, donc par le budget de la région. Donc c'est par rapport à l'État, donc c'est l'État qui coordonne, qui donne les bases de la politique de santé. Mais c'est au niveau régional qu'on peut décider ce qu'on va donner comme traitement gratuit. Les vaccins, c'est la même chose. Ça dépend des régions. On a des vaccins qui sont gratuits, des vaccins qui sont à payer. Donc c'est vraiment local, c'est régional. C'est pas si... J'ai bien aimé votre réflexion sur l'exercice illégal de la médecine, parce que je n'y avais pas songé. Mais c'est vrai, parce qu'il y aura des algorithmes. Les gens cocheront, tac, 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 on arrivera à un diagnostic. Il y aura une ordonnance type en bas, contre-indication, coche des cases. Il n'y aura plus besoin de docteur.
Une des promesses, c'est justement en libérant les médecins de certaines tâches qui ont peu de valeur ajoutée sur le plan humain. Puis là, on peut se poser la question du diagnostic. Clairement, il y en a une, mais est-ce qu'il y a des zones où il y en aurait moins? On dit justement, si on délègue avec la machine certaines choses, les médecins vont pouvoir se concentrer à davantage travailler avec les patients sur des choses que vraiment c'est important humainement de garder. Donc la réflexion la plus intéressante, je trouve, c'est pas juste un ou l'autre, mais un et l'autre ensemble dans la pratique médicale, la machine et le médecin. Comment peuvent-ils travailler pour améliorer la qualité de la prestation de soins et ultimement les systèmes de santé? C'est là que je trouve l'espace de réflexion le plus intéressant. Il y a aussi une autre problématique, pour faire peur aux médecins et aux étudiants en médecine. Sur cette question du diagnostic, il y a aussi la question de savoir le cas où un médecin va décider de ne pas suivre la recommandation d'un système d'IA, ou sans que pense que c'est pas bon, mais il n'a pas le temps, puis il décide, de toute façon, c'est l'IA, je vais juste comme les suivre aveuglément. Quel est le niveau de discrétion possible d'un médecin avant qu'il engage sa responsabilité, avant qu'il contrevienne à ses obligations de politique? C'est aussi une question qui va faire couler beaucoup d'encre et qui va sûrement être traitée des deux côtés de l'Atlantique par les ordres professionnels au fur et à mesure que ce système se déploie. Avant de partir sur la question des données, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et je vais entendre Mona et Teresa sur ça, peut-être juste pour compter sur le patient. Catherine, tu signais que certains patients disent que ça peut leur donner plus de pouvoir, ils peuvent se sentir plus comme partie prenante dans le processus de décision thérapeutique de la personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des enjeux, des impacts négatifs pour les patients, les sujets du système, notamment au niveau du consentement? Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un consentement canon, un consentement éclairé, etc. C'est quoi un peu les enjeux pour eux? Est-ce qu'il n'y a que du positif ou s'il y a un risque de désintermédiation au niveau de la relation peut-être? Ça, c'est vraiment une discussion intéressante qui m'amène à parler du projet de recherche sur lequel Teresa et moi travaillons, qui s'appelle Machine MD. Et ce projet-là, en fait, est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. Ça fait quelques années que nous y travaillons. Et le but, c'est de développer des pistes de réglementation appropriées pour le bouleversement que l'IA va causer dans le secteur de la santé et avec toute la belle complexité du système canadien. Alors, dans le cadre de ce projet, en fait, on travaille beaucoup avec des case studies, des cas pratiques, des études de cas. OK, voilà. Alors, les études de cas, parce qu'on se disait, on ne va pas réfléchir dans l'abstrait à ces questions-là avec des peurs inspirées des films, par exemple. Donc, on voulait vraiment partir de l'IA qui se développe dans les systèmes de santé, même si on est encore au stade de développement et pas nécessairement d'implantation dans les milieux. Et donc, on rencontre des innovateurs, on est rendu à peu près 8 cas, en fait, qui nous parlent de l'intelligence artificielle qui développe dans le secteur de la santé. Il y a la chaise roulante, c'est en anglais, désolée, donc je fais des traductions simultanées. La chaise roulante intelligente, il y a les jumeaux numériques, il y a des applications aussi pour mieux identifier et prédire les risques de suicide. Donc, il y a vraiment toute une panoplie de cas pratiques sur lesquels nous travaillons. Et une fois que les innovateurs nous présentent leurs projets, en fait, il y a des juristes qui travaillent sur 3 grands projets qui réfléchissent aux enjeux juridiques que ça pose. Et c'est souvent décliné en 3 catégories: impact sur la responsabilité civile, les enjeux pour la vie privée, et aussi le consentement, le consentement aux soins. Et effectivement, la question qui se pose, et là il y a des particularités à travers le Canada, chez vous aussi, c'est est-ce que les patients ont à consentir d'une part à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, et si oui, quand et comment, en fait. Et ces questions-là, donc, sont vraiment intéressantes. Je pense qu'en France, vous avez choisi d'avoir une loi, si je pense que quelqu'un le saurait, qui force la divulgation. On va couper court au débat. Le médecin doit divulguer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Chez nous, il y a une question juridique et une question éthique. La question juridique, c'est si l'IA est utilisée dans le cadre d'un traitement,
Alors, ce n'est pas dans tous les cas. Le médecin doit divulguer l'information par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le but d'obtenir un consentement libre et éclairé. Donc, divulguer entre autres les risques et les bienfaits de l'intelligence artificielle. C'est donc très sur le terrain du traitement comme tel. Et là, la question qu'on se pose dans le cadre de nos travaux, c'est ça veut dire quoi divulguer l'information à un patient pour qu'il puisse faire un choix éclairé en matière d'intelligence artificielle. C'est déjà extrêmement compliqué. Il y a souvent la boîte noire comme telle. Donc, c'est quoi les informations qui vont faire du sens pour consentir à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça fait partie de nos réflexions. Moi, je suis très prenante pour qu'on définisse clairement les règles de l'art à cet égard-là pour outiller les médecins et pas les laisser, et d'autres professionnels en fait, s'aventurer à déterminer c'était quoi la bonne information à divulguer. Ce que ça veut dire en contrepartie, c'est qu'il faut une certaine transparence de cette intelligence artificielle, et même si on n'a pas besoin d'en connaître tous les tenants aboutissants, si le médecin, par exemple, utilise l'intelligence artificielle où il sait que 25%, c'est moins efficace pour telle partie de la population, tel groupe de la population, et que c'est pertinent dans son utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ce type d'information qu'il doit obtenir. Alors ça, c'est la portion juridique, et on est encore en train d'en débattre. Sur le plan, si on bouge plus sur le terrain de l'éthique, je pense qu'il y a une réflexion intéressante sur la confiance. Et là, la confiance dans la relation médecin-patient qui est au cœur de cette relation-là pour qu'on divulgue l'information librement à notre médecin. Et là, est-ce que la confiance nous amène à être plus exigeants sur le terrain de l'éthique, en fait, en divulguant plus spontanément, sans se contraindre aux spécificités propres du consentement juridique libre et éclairé, et divulguer lorsqu'il y a une utilisation l'IA, même si on n'est pas en contexte de traitement? Je pense qu'à ce stade-ci du développement, il y aurait des arguments qui militeraient en faveur de cette divulgation pour maintenir la confiance envers l'utilisation de l'intelligence artificielle et même la relation avec le médecin. Alors, longue réponse. En t'écoutant parler, on a l'équivalent en France pour ce consentement libre et éclairé, donner tout type d'informations, y compris sur des effets indésirables, sur des événements qui pourraient se produire à l'occasion d'une intervention. Même si c'est rarissime, il faut pouvoir informer le patient. Après, évidemment, il y a la question de ce dialogue, de ce fameux colloque singulier entre le médecin et le patient qui va devoir évaluer jusqu'où le patient veut entendre certaines choses et jusqu'où il souhaite informer. Après, ça dépend comment on envisage l'IA implantée dans des dispositifs, dire que c'est peut-être une technique, est-ce que c'est une nouvelle façon d'accompagner le patient, mais je pense qu'effectivement il faudra cette transparence pour pouvoir à minima établir cette confiance. Mais en tous les cas, on a des outils déjà, sans aller chercher du côté du numérique, on a des outils dans la loi et dans le code de la santé publique sur ces questions de consentement libre et éclairé. Je veux dire que ces raisonnements-là, moi je veux partir du fait qu'en Italie, la Constitution protège le droit à la santé comme droit fondamental de l'individu et aussi garantit que personne ne soit obligé d'avoir un traitement médical. C'est-à-dire que si on doit parler de consentement éclairé, on doit vraiment parler d'expliquer aux patients tout, c'est-à-dire aussi la technologie qu'on utilise, même pour les opérations, même s'il y a un traitement médical normal de diagnostic, c'est ça, hein? Il faut, je crois, pour avoir vraiment le consentement qui donne le médecin la possibilité d'agir, il faut avoir une information qui est complète. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est sur la nature de l'information. Parce qu'il y a la question de la fameuse explicabilité. Le médecin ne pourra pas nécessairement donner toute l'information sur la manière dont cette intelligence artificielle
fonctionne, ils le disent clairement. Donc c'est, pour reprendre ce que tu dis sur ce qu'il faudra mettre en place comme règles, les règles de l'art qu'il faudra mettre en place, jusqu'où on va sur l'exigence d'explication qu'aura le médecin vis-à-vis de cette technologie. Une petite parenthèse, c'est qu'en fait, le médecin, puis ça, ils nous disent souvent, je pense que ça va peut-être vous parler, c'est pourquoi je devrais expliquer l'intelligence artificielle? J'explique pas aux patients tous les outils de mon raisonnement. Là. Donc, il faut vraiment trouver la... Non, c'est ça. Alors, c'est pour ça que chez nous, ça va sur le terrain du traitement comme tel. Quand c'est intégré au traitement du patient et que là, qu'il y a un risque et davantage, bon, le patient doit avoir l'information. Mais c'est pour ça que je vous amène un peu sur le terrain de l'éthique. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec l'intelligence artificielle qui fait qu'on devrait aller un peu plus loin sans être juridiquement obligé de le faire? Mais le médecin n'a pas à expliquer tout son raisonnement, en fait. Sur les questions de consentement libre et éclairé, après, peut-on vraiment comprendre ce qu'on nous dit? Déjà, j'imagine que quand votre médecin vous parle, sauf peut-être pour les étudiants en médecine et les professeurs de médecine, évidemment, et vous recommande un traitement thérapeutique, généralement, vous allez lui faire confiance, vous n'avez aucune idée de ce dont il est en train de vous parler. Imaginez si vous rajoutez un système d'IA dans l'équation, à quel moment on peut vraiment parler d'un consentement qui serait libre et éclairé. Il faut que vous ayez la compétence. Mais le consentement, exactement, de la technicité du domaine, mais le consentement, c'est aussi un mot très important dans un autre domaine du droit qui était évoqué lors des propos introductifs de la professeure Lehello. C'est en matière de protection des renseignements personnels, des données de santé, de la vie privée. Ou en tout cas, au Canada, c'est très souvent autour du consentement. Mais peut-être là, j'aimerais entendre Teresa Scaza et Mona Mtsepungash sur ces questions, sur les enjeux en matière de données de santé. On parlait de la propriété. Donc, pour certaines personnes, le français est la deuxième langue, et pour d'autres personnes, c'est la première langue, mais ils ne sont pas habitués à parler en français, donc ils cherchent un mot en français pour l'échelle. La propriété, les questions de partage, d'utilisation, les données anonymisées, etc. Teresa, peut-être si tu pourrais nous dire un peu sur les enjeux, nous en dire plus sur ces enjeux. Merci beaucoup. Oui, alors, au Canada, au moins, on ne dit pas que... il y a certaines personnes qui essaient de le dire, mais on ne dit pas qu'on est propriétaire de ces données. Et on ne dit pas que, par exemple, si on parle des données de santé, on ne dit pas non plus que le médecin est propriétaire des données. On accepte qu'il y a dans les données de santé, comme dans toutes autres données personnelles, de multiples intérêts. Alors, dans le contexte de santé, par exemple, la personne, le patient a un intérêt dans ces données, évidemment, mais le médecin aussi a un certain intérêt dans ces données, les opinions, évaluations, diagnostics. L'hôpital peut avoir des intérêts là-dedans. Le gouvernement qui paye pour le système de santé a un certain intérêt dans les données de santé qui peuvent être utilisées pour améliorer le système, mais sont aussi utilisées pour la facturation ou la gérance du système. Alors, il y a multiples intérêts dans ces données. Alors, ça, c'est dans un contexte du secteur des renseignements de santé dans le secteur de santé. Ceci étant dit, la réalité, c'est que la personne qui contrôle les données a quelque chose qui ressemble beaucoup à un droit de bien dans les données. Et on voit dans plusieurs contextes l'exercice de contrôle sur les données de santé. Alors, ça peut être, par exemple, dans le contexte public, ça peut être le gouvernement qui contrôle une certaine catégorie de données. Ça peut être l'hôpital, ça peut être le médecin qui a un certain niveau de contrôle. Mais de plus en plus, on voit que dans le secteur privé, il y a cet élément de contrôle. Par exemple, une compagnie du secteur privé, une compagnie comme Fitbit qui collecte les renseignements qui sont certainement liés à la santé d'une personne, contrôle accès à ces données. Et c'est un peu comme un droit de bien. Alors, l'accès à ces données est contrôlé par la compagnie. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux intéressants autour du contrôle de ces données, contrôle d'accès. Comment est-ce qu'on
détermine qui aura accès, par exemple, aux renseignements de santé qui sont sous le contrôle public. Est-ce que c'est seulement les chercheurs du secteur public? Est-ce que c'est aussi les chercheurs du secteur privé? Sous quelles conditions? Et alors, dans le contexte de gouvernance de données pour l'IA, on a toutes ces questions et si on donne accès, par exemple, aux chercheurs des compagnies du secteur privé, est-ce qu'il doit y avoir une contrepartie pour le public, si c'est un système de santé financé par le public? Et c'est quoi le contrepartie? Alors, je donne l'exemple d'Israël qui, pendant la pandémie, a pris la décision de partager des renseignements de santé des personnes vaccinées avec la compagnie Pfizer en contrepartie pour accès au vaccin. Alors ça, c'est un exemple. Il y a un échange de données personnelles de santé en échange pour une contrepartie. Alors ça soulève toutes sortes de questions intéressantes. Je dirais aussi qu'il y a d'autres types de questions de contrôle qui se soulèvent avec les données qui sont traitées d'une façon ou d'une autre. Alors, par exemple, on a des renseignements personnels de santé qui sont protégés parce que ce sont des renseignements personnels. Mais les lois sur la protection des renseignements personnels, typiquement, ne s'appliquent pas aux données qui sont anonymes. Alors, si on prend les renseignements personnels et on utilise un processus d'anonymisation, alors on crée un jeu de données, de données anonymes qui peut être utilisé d'autres manières sans... et je crois que ça c'est une question intéressante normative, mais présentement sans la nécessité de chercher le consentement, par exemple, de l'individu qui était une source, ou les individus qui étaient les sources de ces données. Alors, ce sont des données anonymes qui peuvent être utilisées de n'importe quelle façon. Et l'autre chose que je noterai, c'est que pour le IA, il y a souvent un processus de traitement des données pour... là, je ne connais pas les mots en français, mais pour nettoyer les données, pour les organiser, systématiser pour l'emploi dans l'IA. Et dès que les données sont traitées de cette façon, la personne, la compagnie qui a fait ce traitement peut exercer certains droits de contrôle en propriété intellectuelle, comme la protection des secrets commerciaux ou autre type de protection de base de données, parce que c'est quelque chose qui a été créé par cette compagnie ou cette personne. Alors, ça crée des dangers très intéressants autour de l'accès aux données pour l'innovation en intelligence artificielle. Et Nuna, je ne sais pas si vous voulez intervenir aussi. Oui. Alors, dans le contexte des données, contexte européen, il y a, dans la stratégie numérique, il y a deux pans importants, la stratégie en matière d'intelligence artificielle et la stratégie en matière de données, étant entendu que les données sont le carburant de l'intelligence artificielle. Donc il faut ouvrir le plus possible les données pour donner ce carburant et entraîner les algorithmes. Et c'est pour ça que Thierry Breton l'annonce en fait très clairement, une grosse stratégie en matière de données pour permettre une IA performante. Comment ça se passe au niveau européen? Alors on parle beaucoup du RGPD, c'est la grande fierté de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne qui sacralise l'idée de données personnelles avec cette sacro-sainte notion de consentement. Normalement, on doit consentir à ces données et en fait à transférer ces données. Et en fait, on s'aperçoit qu'au-delà du consentement, il y a plein de fuites possibles des données personnelles. Alors, on a une vision large de ce qu'est une donnée personnelle, c'est-à-dire une identification directe et indirecte. Donc tout ce qui peut vous identifier, y compris indirectement, peut être considéré comme une donnée personnelle et donc être protégé au sens du règlement. Mais une fois que l'on a dit ça, il faut regarder, déplacer un peu son regard et regarder du côté des autres réglementations qui sont en train d'être adoptées. Le règlement sur la gouvernance des données qui va rentrer en vigueur fin 2023. Et puis le règlement qu'on appelle le Data Act. Lorsqu'on observe très simplement, les premiers considérants de ces règlements indiquent
très clairement que l'objectif, c'est le marché intérieur, c'est la liberté de circulation et donc c'est l'échange des données. Et donc, après, on explique effectivement que les droits fondamentaux sont importants, que la protection des données personnelles, c'est important. Mais le premier élément, le considérant numéro 1, c'est bien la libéralisation des données. De ce fait, on fait surgir de nouveaux acteurs, les altruistes des données, c'est-à-dire les personnes qui accepteront de mettre à disposition leurs données de manière altruiste, avec une certaine morale derrière, puisque l'altruisme est connoté philosophiquement. Il y a des nouveaux acteurs qui vont permettre l'échange de ces données. Et lorsqu'on observe de manière plus approfondie ce que disent ces règlements, on voit que la coexistence entre le RGPD et ces règlements n'est pas très claire. Alors il y a eu des alertes qui ont été posées, mais la frontière entre ce qui est une donnée personnelle et une donnée non personnelle, elle n'est pas vraiment très claire. Et donc se posera la question de quand est-ce qu'on passe à la donnée non personnelle qui va permettre, qui va circuler librement. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort pour l'Union européenne et puis pour toutes les autorités qui seront là pour assurer la protection des données personnelles. Le comité qui s'occupe de ces questions-là a tiré une sonnette d'alarme, justement, via le Parlement européen, pour dire faites attention, la question des données personnelles n'est pas aussi bien protégée que cela, justement, dans cette stratégie d'ouverture. Pour reprendre ce que tu dis sur les bases de données, en réalité, aujourd'hui, quand on observe, il y a différents points de tension. Il y a la question de la protection des données personnelles et, in fine, des droits fondamentaux. Et de l'autre côté, il y a les questions de libéralisation et d'appropriation. Libéralisation, on fait circuler le plus possible les données parce qu'il faut alimenter la recherche, parce qu'il faut alimenter l'intelligence artificielle et que c'est une stratégie très forte. Et puis par ailleurs, il y a toutes les données qui sont remasterisées, réorganisées, de manière à être traitées et correctement traitées, et qui tombent, eux, sous le coup de la protection des droits de propriété intellectuelle spécifiques, comme le droit des bases de données. Donc il y a plein de lieux de tension, mais on sent bien, pour moi, que le curseur est plutôt du côté de la libéralisation. Je voulais ajouter qu'en 2011, il y a une directive au niveau européen qui a permis de construire les droits des patients qui avaient des services médicaux transfrontaliers. Et là, c'est en plus, c'est en Italie, je crois aussi en France. Au niveau national, on a développé le dossier électronique. Donc, je crois qu'il y a une collecte de données qui est finalisée au marché, la collecte des données, et au service de l'IA aussi. Mais il y a aussi la digitalisation de dossiers médicaux qui est finalisée à la possibilité de donner aux patients la possibilité d'avoir d'être soignés aussi à l'étranger. Donc c'est vrai que il y a aussi eu beaucoup de problèmes d'interopérabilité des services de collecte de ces données et de ces dossiers électroniques de santé. Donc c'est vrai qu'il y a la collecte des données qui est finalisée au fonctionnement de l'IA, mais il y a aussi la création de la digitalisation de la santé. En général, c'est au niveau européen pour les patients. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, si les données sont anonymisées, en fait, elles peuvent être utilisées, c'est ça? Ou pseudo-anonymisées? Parce qu'en fait, on ne peut pas nous reconnaître, c'est ça? J'avais justement lancé sur ça. Pardon. C'était ma prochaine question. Désolée. Mais en principe, c'est l'idée parce que les lois, comme le RGPD, comme les lois au Canada sur la protection des renseignements personnels, donnent une définition des renseignements personnels comme dans des renseignements ou des données sur les personnes qui sont identifiables. Alors, dès que la personne n'est plus identifiable, c'est anonyme et ça ne tombe pas sous
la loi. Le problème, c'est qu'avec le IA, ça peut devenir de plus en plus facile de faire la réidentification des individus dans ces données. Alors, on a des jeux de données anonymes, mais c'est possible que quelqu'un, en les utilisant en combinaison avec d'autres données, peut identifier une personne ou plusieurs personnes. Et alors, ça peut avoir des conséquences. Ça devient de plus en plus commun d'avoir dans les lois des pénalités pour la réidentification des personnes, mais ça peut quand même arriver et ça peut avoir des conséquences. Ça peut arriver avec un problème de cybersécurité aussi. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui travaille dans le domaine qui le fait, mais ça peut être un hacker ou quelqu'un de ce genre. Alors ça soulève des questions. Mais l'autre chose avec les données anonymes, et ça devient, on en parle comme la vie privée des groupes ou des collectifs, c'est l'idée que dans plusieurs contextes, peu importe si les renseignements en question peuvent être liés à une personne spécifique, parce que ces données viennent de cette personne, parce qu'on traite les personnes, on fait le profilage des personnes. Alors, on traite les personnes comme ayant certaines caractéristiques parce qu'on les associe avec certains groupes et on en fait un profil. Et alors, dans ce contexte-là, l'argument est fait que il faut trouver un moyen de protéger la vie privée des personnes qui se trouvent dans les groupes ou les collectifs qui sont créés, parce que les décisions qui sont prises ne dépendent plus sur leurs caractéristiques personnelles, mais du fait qu'ils sont associés avec un groupe particulier qui a certaines caractéristiques. Et alors, ça devient de plus en plus un problème dans le contexte de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est une nouvelle frontière de protection de vie privée, un argument de nouveau type de vie privée, et ça devient, je crois, de plus en plus important qu'on considère comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation. Est-ce qu'on a j'ai encore d'autres questions pour continuer la conversation, mais il faudrait m'assurer qu'il n'y ait pas de questions dans la salle. Non? Ok, n'hésitez pas à lever votre main et on va venir. Sinon, vous avez beaucoup trop de profs d'université sur un panel, on peut juste discuter de ça pendant des heures. Sachant qu'on a déjà discuté énormément de ces questions-là durant toute la matinée, donc n'hésitez pas à lever la main, je vais essayer de regarder la salle. Et donc je voulais continuer sur ces données anonymisées, c'était l'un des commentaires que je voulais faire avec beaucoup comme disait Teresa, beaucoup de collègues, notamment la Tanya Sweeney à Harvard qui a démontré comment en utilisant plusieurs jeux de données qui étaient librement accessibles, mis à disposition par les autorités de santé ou les autorités municipales aux États-Unis, elles pouvaient en fait recouper ces jeux de données et réidentifier les personnes entre les fichiers électoraux, leurs problèmes de santé, où ils habitaient, par rapport au système de profilage, ce qui se pose un certain nombre d'enjeux sur les meilleures pratiques, quels sont les meilleurs standards en matière de désanonymisation des données personnelles. Il faudrait qu'il y en ait le moins possible. En même temps, en matière de santé, moins on a de données, moins précis ça va être. Et c'est toute la question des biais. Ça, pour qu'un jeu de données soit intéressant sur quelqu'un, il faut absolument avoir toutes les données. C'est un problème au début de Covid, parce que l'un des principes en droit de l'Union européenne, mais aussi au Canada, c'est la minimisation des données. Donc il faut collecter que les données nécessaires et ne garder que les données nécessaires. Mais par exemple, au début de la pandémie Covid, personne ne savait quels symptômes étaient liés à Covid. Donc dans l'idéal, il aurait fallu collecter toutes les données de l'univers, ce qui est en contradiction avec nos lois sur la protection des données, sur les systèmes de santé, etc., qui a posé un certain nombre d'enjeux. Et donc sur cette question de la qualité de la donnée qui est nécessaire, et il faut se dire que désanonymiser un jeu de données, c'est pas juste enlever le nom, le prénom. Parce que juste si on regarde cette salle-là, sans connaître votre nom et votre prénom, il nous faut juste 2 ou 3 éléments caractéristiques
caractéristiques aux sociodémographiques vous concernant pour identifier chacun d'entre vous dans la salle par recoupage. Et donc j'aimerais peut-être entendre nos panélistes sur la question des biais dans les systèmes d'IA, mais en particulier dans le système de santé. En matière d'intelligence artificielle, je ne veux pas parler des racismes systémiques ou quoi dans le système de santé, mais la question des biais pour certains groupes de population. Et est-ce que vous pensez que l'IA pourrait amener à soit résoudre cette question et apporter peut-être plus de justice sociale et d'inclusivité dans le système de santé, ou si au contraire, le déploiement de certains systèmes à cause d'enjeux de données pourrait plutôt exclure ou être défavorable à certains groupes de population, que ce soit pour des raisons linguistiques, pour exemple les communautés autochtones, les peuples autochtones au Canada, etc. Ou en France, dans certains territoires de France, où on a un système qui est entraîné sur la population de métropole, qui n'a pas les mêmes caractéristiques et les mêmes enjeux sociodémographiques en dehors de la métropole. Oui, mais on va prendre la question de Madame juste après que vous ayez. Je crois que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ça. Je ne sais plus où je lu ça, mais il y avait à l'origine, il y avait des problèmes sur les problèmes cardiaques. C'est-à-dire, on pensait que c'était vraiment quelque chose qui arrivait aux hommes, dans la majorité des cas. Parce que c'était le système d'IA qui, en fait, considérait pour la majorité des cas, les données des hommes. Des hommes Kawasaki, c'est comment? C'est non. Oui. Caucasien. Merci. En fait, l'enjeu des biais de la discrimination en intelligence artificielle, c'est un gros enjeu, peu importe dans le secteur de la santé ou autre. Et pour répondre à ta question, Florian, je pense que ça peut faire les deux. Ça peut diminuer, puis ça peut augmenter. C'est toujours un peu ça, dans les nuances, les réponses, mais ça peut faire de deux façons, disons, augmenter les biais, puis je ne sais pas si vous êtes assez familier, mais entre autres, vous venez de donner un exemple, mais la sous-représentation de certains groupes ou certaines personnes dans les données fait que des fois, les algorithmes vont être moins performants pour ces personnes-là. Je pense qu'un cas assez classique dans le domaine de l'intelligence artificielle, secteur de la santé, c'est le cas de la dermatologie où on a découvert qu'un algorithme, finalement, était beaucoup moins en mesure de diagnostiquer pour les personnes à peau plus foncée, finalement, les risques de cancer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on réalise en l'utilisation. Au départ, on aurait pu savoir si les données sous-représentaient certains groupes de la population pour voir si c'était un enjeu avec l'algorithme qu'on crée. Maintenant, on essaie d'être beaucoup plus attentif à ce biais dès le départ de la conception pour être sûr que ça ne soit pas un enjeu. Après ça, il y a les biais que les développeurs créent dans l'algorithme comme tel. Et là, je pense qu'il y avait je ne me rappelle plus du chiffre exactement, mais Gabriela Ramos de l'UNESCO mentionnait que c'est 80% à peu près de l'IA qui est créée par des hommes blancs du Nord. Donc, ce manque de variété, finalement, dans les développeurs d'intelligence artificielle fait que eux-mêmes vont inclure des biais, vont faire des associations, finalement, en différents facteurs qui peuvent représenter leur propre vision du monde, qui est des fois très centrée sur leur propre réalité. Et c'est pour ça que le mouvement de l'intelligence artificielle responsable pousse beaucoup pour avoir une diversité beaucoup plus grande dans les gens qui développent de l'IA, mais avoir ces voix aussi des populations marginalisées, par exemple, les femmes ou autres, dès la conception qui font part de cette préoccupation. Si je vais dans l'autre spectrum, bon, évidemment, les médecins, les gens ont eux-mêmes leur propre biais. Donc, certaines personnes disent, mais est-ce que l'intelligence artificielle on devrait lui demander un score plus élevé, un niveau plus élevé d'absence de biais et de préjugés qu'on demande aux humains. Des fois, les médecins en ont, tout le monde en a, mais ils ne sont pas forcés à les expliciter. Est-ce que l'intelligence artificielle, on lui demande de faire mieux? Moi, je pense qu'on a la chance de le faire. Il faut essayer de le faire.
Parce qu'avec son efficacité et son potentiel à large échelle, scalability, on va dire en anglais, ça peut vraiment être des outils de discrimination massifs finalement. Alors, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs considérations, mais c'est certainement un enjeu important. Et peut-être tu veux parler de la souveraineté des données. La question de souveraineté de données, c'est une question qui se soulève en particulier au Canada, aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, pour donner 4 pays en particulier où ces questions se soulèvent et se sont soulevées par les peuples autochtones. Et ce sont des arguments très intéressants parce que ce sont des peuples qui ont été opprimés par le colonialisme d'une façon extrême, qui ont une expérience de racisme dans les systèmes, dans tous les systèmes de nos sociétés, y compris le système de santé. Et le mouvement de souveraineté des données fait partie d'un mouvement de souveraineté plus large, mais l'idée derrière ce mouvement, c'est que les peuples autochtones dans ces pays devraient avoir le statut indépendant et devoir négocier gouvernement pour le contrôle de leurs données et leurs renseignements personnels. Et ce n'est pas simplement le contrôle des données dans les bases de données, une question de donner le consentement à l'emploi ou non dans la recherche, mais c'est quelque chose de plus riche que ça. C'est comme un État détermine quelles données collecter, quelles données sont importantes, quelles questions à poser, quelles questions de recherche sont importantes. C'est ce genre de souveraineté, l'idée de prendre les décisions autour des données, mais d'une façon très complète, de déterminer quelles questions de santé sont importantes pour les peuples autochtones et de ne pas laisser à un gouvernement colonial de décider quelles questions de santé, quelles questions de recherche sont importantes. Alors, c'est une question d'autonomie très large et je crois qu'il y a des leçons à apprendre de cette approche pour tout le monde parce que ça met à la lumière le fait qu'il n'y a rien de neutre dans les données. On parle des données comme ils sont des faits, quelque chose de neutre, qu'on peut les utiliser dans l'intelligence artificielle. Mais dès le début, avant que ces données existent, quelqu'un a pris la décision que c'était important d'avoir ces données et non pas ces autres. Et alors ça ce n'est pas une décision neutre. Et alors, il faut questionner ces décisions. Alors, on parle un peu de discrimination et données, intelligence artificielle, mais ça va juste au début. Toutes sortes de décisions qui sont faites avant qu'on fait le collecte de données sont des questions très importantes. Et d'ailleurs, comme c'était aussi dans le système de santé, on l'a vu sans même prendre en compte l'intelligence artificielle, c'est souvent les investissements en recherche, mais aussi l'argent étalé sur les questions et les problèmes de santé des hommes blancs et aussi la couverture par les assurances sociales des médicaments, comme on voit en ce moment aux États-Unis. Peu de problématiques autour du Viagra. Par contre, les produits de contraception pour les femmes, beaucoup plus problématiques. On a vu l'investissement, un certain nombre de maladies qui touchent les femmes. Ça a mis beaucoup plus de temps avant qu'il y ait de la recherche, y compris financée par l'État ou financée par le privé, sur ces questions. Donc c'est un enjeu plus global et on peut aussi parler pour les populations queer, etc. Mais donc je vais essayer de me souvenir, j'ai quelques questions du public. Madame avec si vous pouvez parler très fort. Oui, alors bonjour. Moi je me posais la question en fait, je suis doctorante au CERCRID sur l'IA, et je me posais la question sur la conception de l'intelligence artificielle par rapport à la base de données. Étant donné que c'est un appareil qui n'est pas complémentaire, comme vous le dites, comme moyen en fait de prendre une décision avec le médecin, mais réellement une substitution de la décision médicale, du corps médical. Là, c'est vraiment l'appareil qui va se substituer au médecin et c'est la base de données. Sur quelle base de données, puisque comme vous savez, il faut une large base de données pour pouvoir intégrer par exemple ce type de cancer pour ce type de profil. Comment vous envisagez la chose?
répondre à cette question. Donne-nous des solutions. Premièrement, je commencerai avec clarification, puis après, j'essaierai de comprendre la deuxième partie de la question. Mais en fait, il ne faudrait pas quand même penser que l'IA va toujours se substituer au jugement des médecins. Hein. On mentionne, c'est un enjeu, puis on parlait justement du poids normatif, et dans certains cas, ça va être tellement performant que ça va devenir difficile de justifier de s'en écarter même devant les tribunaux éventuellement. Donc, il y a une tendance sur laquelle il faut réfléchir, mais on n'est pas dans un cas où systématiquement le médecin est à l'outil de l'IA comme tel. Mais c'est juste une considération importante. Après, la question des données sur lesquelles ça s'appuie, ça, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Faut-vous juste préciser, vous voulez savoir? En fait, il faut déjà créer la conception, c'est-à-dire il faut créer une base de données sur laquelle s'appuyer pour juger de l'efficacité, de la performance, de la maladie ou du problème en fait à soulever. Et je me posais la question de comment envisager justement à inciter peut-être les personnes à remplir leurs données comme ça. Oui, ben là, c'est une question, entre autres, pour mes amis spécialistes des données, mais c'est clairement un enjeu, puis je dirais qu'au Canada, on se pose beaucoup la question, parce que plus la qualité des données, on a des très bonnes données, en fait, parce que notre système, entre autres, est public, donc sont très centralisés, avec, comme par exemple aux États-Unis, là, je ne vais pas trop m'empiéter sur le sujet des États-Unis, mais on a la chance d'avoir les données regroupées par le gouvernement, puis le gouvernement se demande comment je fais pour donner accès d'une manière qui protège les droits des personnes, mais justement pour bâtir les liens qui auraient cette qualité qui s'appuie sur les données. Donc ça, c'est un enjeu assurément important. Maintenant, comment on compose les banques de données? J'ai eu une discussion avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, justement sur... Dans certains cas, ils vont permettre pour le développement de l'intelligence artificielle l'accès à des données qui sont détenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et là, je lui demandais de m'expliquer, ça va être quoi les critères qui fait qu'ils vont donner, par exemple, à certains développeurs du public, du privé, ces données. Et entre autres, ce qu'il me mentionnait, c'est qu'ils vont faire une espèce de due diligence, donc une vérification préalable à ce qu'ils veulent faire avec l'intelligence artificielle, puis si les données qu'ils ont sont suffisamment représentatives, donc composent une diversité de population par exemple, c'est pas toujours pertinent avec l'IA qu'on veut faire, mais ils vont faire une espèce de vérification antérieure pour s'assurer que la banque soit suffisamment large pour éviter le plus possible que certains billets surviennent. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas quelque chose qui est connu nécessairement, mais il y aurait une évaluation un peu ex-ante de la corrélation entre les deux. Mais c'est peu connu. Je ne sais pas si mes collègues des données veulent... Alors, sur les données d'entraînement et sur la mise à disposition des données, c'est à l'échelle européenne, puisque c'est mon prisme, c'est l'enjeu de l'espace européen des données de santé. L'utilisation secondaire des données pour la recherche, c'est ça. Et c'est clairement dit. Par ailleurs, si on revient à l'IA, puisque les deux sont liés, quand on regarde le règlement IA, la proposition de règlement IA, il y a peu d'occurrences sur la santé, en fait. On dit qu'il faut faire attention à des dispositifs qui vont être plutôt considérés au risque et qui peuvent avoir des conséquences sur la santé, mais l'objet santé n'est pas considéré par le règlement IA. Et il y a quelques considérants, je crois 45, qui dit qu'il faudra s'assurer d'une gouvernance désignée qui facilite l'accès aux algorithmes, aux données de santé, sans discrimination bien sûr, tout en garantissant la sécurité et le respect de la vie privée des patients concernés. Mais, première chose, comme on dit, il faut une gouvernance qui permet l'accès à ces données de santé. Quand on regroupe les deux, là aussi on comprend quel est l'objectif, l'accès à ces bases de données. Alors l'enjeu à l'échelle peut-être nationale, c'est justement permettre de faire des liens entre les différentes bases. On a des bases de données socio-médico-économiques, on a des bases de données dans les hôpitaux, on a des bases de données, évidemment la CPAL, des bases de données. Donc la question c'est comment vont circuler ces données et comment on pourra s'en servir.
Est-ce que je me permets d'un petit enjeu, un petit commentaire éditorial un peu plus large sur quand même un enjeu important avec l'intelligence artificielle et la recherche, c'est que, notamment pour les chercheurs du milieu universitaire, l'université a souvent travaillé avec le secteur privé, ça on a un long historique et il n'y a pas de problème. Mais un nouvel enjeu qui se pose avec l'intelligence artificielle, c'est que pour une des premières fois vraiment, l'université, les chercheurs universitaires deviennent dépendants des données qui sont dans le secteur privé. Ça prend une quantité de données phénoménale pour faire l'intelligence artificielle. En fait, ça prend beaucoup de données. Et souvent, ces données-là sont détenues par des compagnies, vous les connaissez. Et là, ça crée un nouveau lien de dépendance qui est peu articulé et réfléchi entre la recherche des universitaires et de ces compagnies-là à l'échange des données. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, c'est mon rôle de vice-rectrice associée. C'est une des réflexions qu'on a. Quel type de contrat, qu'est-ce qu'on peut exiger des chercheurs universitaires quand on leur donne ce type de données-là? Qu'est-ce que ça veut dire de maintenir la liberté académique dans un contexte de renégociation, négociation renouvelée plutôt, de dépendance avec des compagnies qui ont des données? Ça, je trouve que c'est une réflexion plus large, mais qui est importante de réfléchir dans l'université aussi. Comment on va naviguer comme universitaire, comme chercheur, pour la liberté académique et autres, l'utilisation de ces données qui ont plein de potentiel. Merci. Et pour ajouter un dernier élément, oui, j'ai 3 autres questions qui sont en avant. Mais un dernier, pour répondre, parce qu'il y a un point qui avait été soulevé, il y a la question des jeux de données d'entraînement. Donc là, on a besoin de données de qualité qui posent des enjeux de vie privée. D'ailleurs, c'est pour ça que en ce moment, vous avez, par exemple, pour ChatGPT ou Kepa en santé, qui est OpenAI qui est poursuivi en Italie, au Canada sur ces questions. Et vous avez un problème de données par pays, parce qu'un jeu d'entraînement sur la population française, dépendant le type de système et le type de traitement thérapeutique ou de maladie qu'on veut détecter, ne fonctionnera pas en Finlande ou au Canada. Donc vous avez un problème de qualité. Et un autre élément à prendre en compte, c'est que l'une des règles normalement de développement éthique et responsable d'une IA, c'est que vous avez un jeu de données pour l'entraînement de votre système et vous devez avoir un deuxième jeu de données différent, indépendant, pour la validation de votre système. Donc il faut trouver un moyen d'avoir deux jeux de données de qualité pour pouvoir bien développer votre système. Et donc il y a certains chercheurs qui essaient d'aller voir sur la question des données synthétiques, donc créer de la fausse donnée, donc ça pose aussi des questions de biais et tout, mais pour essayer d'avoir des jeux de données qui seraient les plus complets possibles, les plus inclusifs possibles, mais aussi les plus respectueux possibles des enjeux de vie privée, de données personnelles. Ensuite, nous avions monsieur. Ok, du coup c'était sur les biais, du coup pour rebondir dessus, c'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. Moi je suis étudiant en IA justement, et donc il y avait le côté un biais envers une certaine catégorie de population, et que ce serait par exemple systémique ou involontaire par rapport de la part du développeur. En général, c'est pas forcément le cas, c'est plus c'est que ça dépend entièrement des données d'entraînement qui sont fournies selon là où on chope nos données, et que du coup, vu que la majorité d'internet c'est des images de caucasiens blancs, et ben il y a certains quand on entraîne les données, les algos dessus, après ils vont être biaisés pour catégoriser que des caucasiens blancs, mais c'est pas forcément volontaire, c'est juste qu'il n'y a pas d'autres données. Parce que peut-être dans d'autres pays, on n'a pas accès aussi facilement à des données numériques sur une large quantité de population, ce qui fait qu'involontairement, il y a des biais là-dessus. Et vous avez dit aussi en début de conférence que les médecins ils étaient beaucoup moins performants que les algos de machine learning. Et moi je pense que c'est faux, parce que moi-même en développant, le problème de ces algos-là, c'est qu'ils sont très spécifiques à un problème donné, et ils n'ont aucune flexibilité, c'est-à-dire que dès qu'on sort un petit peu de là où il est entraîné, il sera beaucoup moins performant. Et ce qui est beaucoup mieux avec les humains que l'IA, c'est qu'il y a cette flexibilité, et on a besoin de beaucoup moins de données d'entraînement
pour avoir un diagnostic effectif. Ce qui fait que dans les maladies peu connues, rares, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de données, et ben, l'IA sera incapable de faire un bon jugement, alors qu'un médecin qui a une bonne formation sera beaucoup plus capable. Donc de ce côté-là, c'était pareil. Ouais. Donc c'est surtout, et aussi du côté développement, quand on a nos données, on check en interne si les classes de catégories, par exemple sur l'image, des trucs comme ça, sont bien réparties. Et il y a des techniques qui sont faites pour essayer d'équilibrer, pour justement éviter d'avoir des biais dans les algos. Je vais répondre sur le 1, 2 et 3. Au deuxième, c'était beaucoup plus nuancé de ce qu'ont dit mes collègues. Ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est le cas, ça dépend des systèmes, comment ça a été développé, etc. Votre troisième point, c'est la discussion que j'ai très souvent avec des collègues, c'est si vous prenez le temps, si les développeurs prennent le temps de développer ce genre de safeguards, ces protections, pas tout le monde prend le temps. Oui. Pas tout le monde prend le temps. Et souvent, les choses qui fonctionnent bien, c'est beaucoup de startups, etc., qui discutent avec leur VC et qui communiquent par communiqué de presse. Quand vous voyez qu'un IA était plus performant qu'un médecin, si vous avez 3 communiqués de presse dans l'année, c'est peut-être que c'est les 3 seules fois de l'année où c'était plus performant, et les autres fois, ça l'était moins. Et sur le premier, il n'y a pas que les données, c'est souvent le garbage in, garbage out. C'est simpliste et c'est reporter la responsabilité sur la collecte des données. Il y a aussi des choix de conception qui sont faits par les développeurs de comment, pas juste sur le choix des données, mais comment est-ce que vous interprétez les données, les critères de taxonomie, etc. Dans l'algorithme. Donc c'est complexe, c'est pas que les données le problème. Il faut aussi avoir des développeurs qui soient responsables sur la manière de concevoir. Et peut-être aussi juste parfois des alertes et tout qu'on avait vu dans le Compass. Est-ce que je peux profiter de la discussion? Je suis de Nigliota, je suis professeur d'hématologie. Et alors, je pense que vous faites quand même beaucoup d'illusions sur le travail des médecins. Je suis surpris. Alors, déjà, les médecins, ils raisonnent en fonction de ce qu'ils ont appris à la faculté. Donc c'est pas eux qui comme ça, ont un diagnostic qui sort de rien. C'est une intelligence qui n'est pas artificielle jusqu'à présent, mais ensuite on prend nos décisions en faveur de recommandations, par exemple, qui sont faites par des sociétés savantes. Et là aussi, c'est de l'intelligence qui n'est peut-être pas artificielle, mais c'est déjà comme ça qu'on travaille. Donc finalement, d'avoir de l'intelligence artificielle, je crois vraiment qu'on en est qu'au tout début, ça va être un moyen de rendre beaucoup plus puissant ce qui se fait déjà. Je pense que c'est un moyen aussi d'éviter les biais, puisque plus on aura de données, plus on aura de larges populations et des populations variées, justement. Le problème, par exemple, des essais thérapeutiques, c'est que ça s'adresse à des malades qui sont sélectionnés, alors qu'ils sont peut-être caucasiens mâles, mais pas forcément. Mais si on arrive à avoir suffisamment de données qui concerneront des populations très, très différentes, ça sera forcément beaucoup plus large et il y aura moins de biais. Donc, moi, et la question, de toute façon, les médecins ne vont pas disparaître, mais je pense que dans 10 ou 15 ans, ils travailleront de façon complètement différente. Je crois qu'actuellement, un médecin, il passe quand même la moitié de son temps à faire de la paperasse et pas à raisonner et à faire de l'intelligence. Quand il y aura une intelligence artificielle pour l'aider, il sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, moi je suis sûr que ça va beaucoup progresser. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal, c'est de savoir comment faire avec. Mais on n'en était pas au bien ou mal, hein. Il ne semble pas. Hein. Non, tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi, par contre, qu'il y ait une formation des médecins de savoir comment utiliser ces outils. Parce qu'on a vu dans le système de justice aux États-Unis notamment, pour certains médecins, une certaine population peut-être moins en lien avec les technologies, etc., ça fait un peu, c'est de la technomagie. C'est magique que l'ordinateur recommande, l'ordinateur sait, c'est pas toujours le cas. Je vais prendre la question de monsieur ensuite.
Monsieur Oui. J'avais une question qui relayait votre commentaire par rapport à la recherche. En fait, ma question n'est pas tellement sur la qualité des données, parce que en médecine, ces problèmes de biais, d'échantillonnage, de validation des données, on les connaît déjà dans les études. C'est plus sur les orientations de la recherche. Parce que comme vous le dites, il y a une recherche privée qui est forte, avec une recherche universitaire publique qui est moins forte. Et on va se demander quel est le sens que va prendre cette recherche. Je m'explique. Avoir une intelligence artificielle qui va détecter des maladies infectieuses émergentes, qui va colliger la description des signes cliniques au début, ce qui est extrêmement important. Le Covid, l'anosmie par exemple, pu sentir 40% des patients, ça a été un signe qui a mis du temps à sortir. Je pense qu'avec une intelligence artificielle, si on avait eu une masse de données terrible qui était dans une masse de données, on l'aurait sorti très vite. Et donc ça peut être un outil très aidant pour guider une prise en charge, qu'elle soit épidémique ou sur des phénomènes émergents. Ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, mais qui nous intéresse beaucoup en tant que médecin, c'est que les études qui sont publiées et qui donnent des recommandations sont issues de protocoles de recherche qui sont souvent des populations très sélectionnées et qui ne sont pas la population générale. Et donc on nous montre avec des petits p inférieurs à 0,05 que ça marche, dans des populations très ciblées. Et la vraie question, et ce qui nous intéresse nous médecins, et c'est pour ça que la qualité altruiste des données, moi j'aime bien ce qu'a dit Nina, me paraît intéressante, c'est est-ce que dans la vraie vie, pour tous les patients, ces choses-là, ça marche? Ben ça, c'est une vraie question. Et on commence à s'apercevoir que quand on regarde les vraies données, ben, c'est pas tout à fait comme les données en protocole. Et donc ça, cette vision altruiste me paraît intéressante, mais là où je suis inquiet, c'est sur l'orientation. Si vous êtes un laboratoire qui met énormément d'argent pour développer un médicament, pour faire des protocoles, pour faire des recommandations, parce que vous avez les experts, vous avez ainsi de suite, et que vous n'allez pas financer une recherche qui va montrer que votre médicament, finalement, en population générale, il marche moins bien. Et ça, c'est le mauvais côté. Et c'est ce où je voulais vous interroger, c'est sur l'orientation, justement, de la recherche liée en santé. Parce que c'est tellement prégnant le poids des compagnies dans la santé qu'on peut se dire que ça va être d'emblée orienté dans une utilisation plus marketing que vraiment santé publique, si je puis dire. Je suis tout à fait d'accord. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses à ça, mais après, je vais lancer la balle à Florian parce qu'on en parlait un peu plus tôt. Je pense que la question des lanceurs d'alerte, et voilà, c'est-à-dire la capacité, parce que évidemment aussi, c'est le manque de transparence sur ces données-là. En fait, qu'est-ce qui est utilisé? Ça devient extrêmement difficile par la suite de cibler s'il peut y avoir des enjeux pour la recherche. Effectivement, ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu, il y a un risque. Donc, il faut donner des moyens de surveillance et en raison de les formes plus poussées, sophistiquées d'intelligence artificielle qui tombent dans l'apprentissage machine, par exemple, en plus, c'est que ça évolue sur le terrain. Donc, nos mécanismes, des fois, d'approbation qui sont plus ex-ante avant que ça arrive sur le marché, on a réalisé qu'il faudrait se donner des moyens pour surveiller plus en continu, une fois que c'est sur le marché aussi, comment ça évolue, puis d'autres types de biais, de risques que ça peut causer pour les populations qui l'utilisent, les patients et autres. Et la discussion que nous avions ce matin, c'est est-ce que justement les universitaires et d'autres personnes devraient avoir plus de moyens finalement pour dénoncer des situations qui leur semblent problématiques et justement alerter non seulement les compagnies mais les décideurs. Alors je pense que on appelle ça une bifurcation chez nous. Oui, sur la question des lanceurs d'alerte, des protections, c'est sur ça que je travaille en ce moment, notamment dans les industries IA et les plateformes, et protéger les travailleurs qui sont à la table de négociation. Je pense que c'est aussi important. On a eu un certain nombre de scandales dans le système de santé, dans le système pharmaceutique, etc. Et sûr qu'ils puissent lancer les alertes en interne ou en externe, mais aussi s'assurer que les académiques ou les chercheurs en biais algorithmique, en sécurité de l'information, etc., puissent faire leurs recherches, tester ces systèmes de manière indépendante, sans être poursuivis sous des infractions criminelles ou en responsabilité civile, ce qui est un vrai problème. Aujourd'hui, dans toutes les lois sur le développement d'IA responsable, c'est souvent l'entreprise qui développe ces systèmes, comme d'ailleurs un peu dans d'autres domaines,
qui est en charge de son propre audit et qui va payer un auditeur indépendant. On sait très bien comment ça fonctionne dans le système bancaire et financier, les auditeurs indépendants, pour faire leur audit. Donc c'est un vrai problème et il faudrait s'assurer de protéger ces acteurs. Et je vais m'arrêter là parce que je vois qu'on arrive bientôt à la fin du temps. J'ai peut-être demandé aux deux dernières personnes qui avaient levé la main, monsieur et madame devant, de peut-être poser leur... on va prendre les deux questions ensemble, puis les panélistes avec moi. Moi j'ai une question qui est juridico-économique ou éco-juridique. Il revient aussi sur la question qui a été posée par la seule médecin du panel. Qui est propriétaire des données? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le médecin? Donc, mon cas particulier, j'ai créé une start-up qui collecte des données de patients sur aspirateur à domicile. Donc je compléterai même, est-ce que c'est dans ce cas-là la société qui installe les respirateurs à domicile qui pourrait être propriétaire? Ou est-ce que c'est la sécurité sociale qui paye ce traitement? Et je compléterai par une question complémentaire dans le cas où l'intelligence artificielle peut générer des retombées économiques. Est-ce que le patient ou le médecin ou le propriétaire de la structure de base de données peut réclamer des droits d'auteur ou de royalties ou autre? Question simple. Personnellement, ma question est peut-être moins pour les juristes que pour M. Doyen et dans le Hello. Tout à l'heure, vous parliez du fait que si on avait eu des systèmes d'intelligence artificielle pour le COVID, on aurait pu détecter le problème d'odorat. Mais il y a peut-être tout de même, pour que le système d'intelligence artificielle constate que les gens l'inscrivent et dans la mesure où on le savait pas, c'était peut-être pas si facile de trouver. Là, c'était ma question, c'est de savoir, au final, est-ce que c'est une des forces du médecin humain d'arriver à faire émerger ce savoir-là, alors que l'intelligence artificielle risque de moins le reconnaître si c'est pas flagué à la base. Parce que c'est une de vos particularités qui pourrait demeurer, vous, médecin, capable de faire émerger des choses pour que le patient s'en soit par lui-même. Je pourrais répondre par une pirouette. En médecine, on dit toujours vérifier le diagnostic. C'est effectivement, c'est vraiment important en médecine, mais il y a des choses, bien sûr, on dit que 80% de diagnostic, c'est interrogatoire. Donc l'interrogatoire, il est essentiel, et effectivement, le savoir-faire du médecin à cibler certaines questions est intéressant. Mais là, quand il y a quand même des signes, et puis aujourd'hui, on est vraiment entouré de technologies, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut recueillir au jour d'aujourd'hui. Et sur les patients Covid, très vite, ils nous l'ont dit, on ne sent plus rien. Dans ce qu'on mange, on ne se sent pas. Je prends cet exemple, ça n'a pas apporté grand-chose à Covid, c'est connu dans d'autres infections virales. Mais vous voyez, aujourd'hui, les modèles de maladies infectieuses marchent très bien, toutes les modélisations marchent bien, mais ce qui ne marche pas, c'est les hypothèses. Et les hypothèses sont souvent mauvaises. Regardez la pandémie 2019 H1N1, tout le monde s'est trompé, le monde entier s'est trompé sur l'intensité de l'épidémie. Il y a eu des vaccins, ça a coûté des millions terribles pour finalement ce qui s'est avéré être une grippe qui a effectivement fait des morts, mais comme la grippe fait souvent des morts chaque année. Donc voilà, c'est un peu une réponse intermédiaire à ce que vous demandez, mais il faut les deux, quoi, me semble-t-il. Pour la question concernant qui a un droit de propriété sur les données, la question que vous soulevez, c'est très intéressant, et parce que comme j'ai mentionné, il y a toujours d'intérêts divers. Et quand on a une compagnie du secteur privé qui apporte une machine qui fait une analyse, qui collecte les données, il y a toujours une négociation qui doit être faite dans ce sens-là. Et il y a toujours des contrats dans ces contextes qui ont souvent des dispositions, qui devraient avoir des dispositions concernant qui a un intérêt dans les données, qui a un droit de propriété. C'est souvent exprimé comme un droit de propriété dans les données. Et c'est, dans mon expérience, c'est souvent le cas que les personnes ne pensent pas à ces questions parce que l'intérêt principal, c'est d'utiliser, par exemple, la machine pour faire quelque chose d'important avec le patient, pour faire quelque chose d'important. On ne pense pas aux données et contrôle des données, mais c'est possible, c'est tout à fait possible que dans le contrat, c'est clair que c'est la compagnie du secteur privé qui contrôle les données, qui est propriétaire des données. Alors ça, c'est quelque chose de très important dans ces contextes. Il faut
être conscient du fait qu'il y a une collecte de données, souvent par voie d'une machine qui est fournie par une compagnie du secteur privé, par exemple, et que ça soulève des questions comme qui va avoir accès à ces données, qui va contrôler ces données. Alors ça, c'est quelque chose de très important dans ce contexte-là. Et il y a une autre chose, dans une conversation plus tôt aujourd'hui, j'ai donné l'exemple d'une situation qui s'est produite en Ontario, la province d'où je viens. Et là, les médecins ont c'est souvent le cas que les médecins qui veulent avoir des dossiers électroniques pour leurs patients ont des contrats avec des compagnies qui gèrent les dossiers électroniques. Et dans ce cas-là, il y avait une compagnie de dossiers électroniques qui anonymisait, qui gérait les dossiers pour les médecins, mais qui anonymisait aussi les données de santé et vendait ces données au secteur privé. Il y avait une plainte contre les médecins et la compagnie au commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario, mais car les données anonymisées tombent hors de la loi sur la protection des renseignements de santé, il n'y avait effectivement rien à faire sauf s'assurer que l'anonymisation a été bien faite. Et alors, ça soulève des questions très intéressantes concernant non seulement le fait que ces renseignements personnels de santé anonymisés vont directement dans le secteur privé, mais ça soulève aussi la question pour la transparence pour les patients qui ne savent peut-être pas que leurs données seront utilisées de cette manière. Et même avec la transparence, une question plus large de consentement dans le sens qu'en Ontario, c'est tellement difficile de trouver un médecin familial que si on n'aime pas cette pratique, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on utilise l'IA. Parce que ce serait impossible d'avoir un médecin. Alors, il y a toutes sortes de questions intéressantes autour des données et qui les contrôle, qui les collecte, qu'est-ce qui est fait avec les données. C'est très complexe, très intéressant. Sur votre seconde question, vous posiez la question des droits. Les droits d'auteur, donc si un patient a contribué à constituer à alimenter une base de données qui après permet de faire une intelligence artificielle qui génère des revenus pour une société. Alors il y a plusieurs questions. En fait, la question c'est est-ce qu'il y a des retombées économiques possibles pour un patient qui a contribué à développer une intelligence artificielle? Alors, la question de la mise à disposition qui va donner lieu à une base de données, la base de données peut être protégée en tant que telle, puisqu'il y a un titre de propriété dédié aux bases de données qui va appartenir à l'auteur, au titulaire de cette base de données, celui qui l'a mise au point. Et puis, si ça donne lieu à d'autres innovations possibles, il faudra voir qui réclame, qui a mis au point cette innovation. Mais ce n'est pas celui qui met à disposition sa donnée qui est l'auteur ou le titulaire du droit de propriété industrielle ou intellectuelle, c'est celui qui met au point cette innovation qui va être titulaire des droits de propriété intellectuelle. Et en soulevant cette question, vous soulevez la question en fait du prisme par lequel on aborde les données personnelles, et justement on ne voulait pas rentrer dans ce biais de données en tant que propriété. Parce que quand on entre dans ce paradigme, la donnée comme étant un droit de propriété, eh bien le droit de propriété se négocie, se vend, etc. Et donc c'est évidemment cette question-là qui est au cœur du RGPD et des systèmes juridiques. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère que la donnée est un droit de propriété, s'ensuit un régime juridique dont on ne veut pas. L'objectif étant de protéger la personne derrière cette donnée. Et dans le droit de propriété, il n'y a pas de protection en tant que telle, il y a l'idée d'un échange, l'idée de la mercantilisation, de la patrimonialisation, je ne vais pas y arriver. C'est bon, c'est pas mal? C'est pas mal, j'y suis arrivée. Justement, c'est une philosophie qui a été beaucoup discutée et justement qui a été dénoncée parce que pas suffisamment protectrice des droits de la personne. Parfait. Je pense que c'est
le temps de mettre fin à cette conversation si on n'arrive plus à prononcer correctement les termes. Donc je voudrais remercier mes collègues Claire Luello, Stefania Atolini, Mona Moutsik-Mungash, Catherine Régis et Thérèse Ascassa pour cette riche conversation et inviter le doyen Berthelot à nous offrir quelques mots de remerciement. Merci, je voulais m'excuser, j'avais une réunion et je ne peux pas être présent, mais je remercie Baptiste Bonnet, parce que j'ai des grandes oreilles, qui a loué les bonnes relations de la faculté de droit et de la faculté de médecine, et vraiment on est très heureux de ces échanges pluridisciplinaires qui sont vraiment très enrichissants, et c'est ce qu'on fait depuis des années entre droit et médecine, et vraiment c'est très enrichissant pour tous. Donc moi aussi je voulais vous remercier parce que à la faculté de médecine et plus globalement au niveau du campus santé, on se réjouit toujours d'avoir des débats de ce niveau. C'est vraiment très intéressant, on en sort plus intelligent et avec encore beaucoup plus de questions, mais c'est le but du jeu. Hein. Et vraiment, on vous remercie de ça. Je vais laisser aussi quelques petites questions en suspens, parce qu'on pourra discuter des jours et des jours. J'ai essayé de relire un peu avant de vous venir pour ne pas être tout à fait nul sur le sujet. Mais j'ai trouvé un document qui s'appelle Éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle pour la santé de l'OMS, où il y a 6 ou 7 points, et j'encourage les gens dans le domaine de la santé de le lire parce qu'il y a des choses intéressantes. Et je pense qu'autour de l'éthique, il y a beaucoup de choses, et notamment l'équité, parce que l'accès à l'intelligence artificielle, ça va être une vraie question. Et puis en tant que médecin, et avec quelques collègues qui sont ici, je pense que ce qui est important, la relation singulière qu'a le médecin avec le patient et le patient avec le médecin, elle doit perdurer et au contraire, je pense, se renforcer. Parce que l'intelligence artificielle, on l'a bien vu, ne résoudra pas tout. Hein. Et in fine, le choix il reste au patient. Voilà. Et ça, je pense que ce consentement libre, éclairé, cette discussion singulière entre le médecin et le patient, elle va devenir d'autant plus importante et on compte sur vous pour nous aider sur toutes les questions éthiques et juridiques autour de ça. Donc merci à vous et je pense qu'on peut encore les applaudir pour